Bienvenue à tous à cette nouvelle édition des Minutes Qualité du médico-social. Aujourd'hui, la thématique du jour concerne l'implication de la personne accompagnée. Nous allons co-animer avec Antoine, que je vais laisser se présenter cette nouvelle édition. Donc, bonjour à tous, Antoine Biron, chargé de mission à Carrière et Santé sur toute la partie engagement, la personne accompagnée des usagers, le partenariat et comment impliquer les usagers. Et donc, Émilie Doranlot, chargée de mission au niveau de Qualité Santé, pilote sur le secteur médico-social et référente du dispositif d'évaluation. Et également, je travaille dans le cadre de l'analyse des événements indésirables associés aux soins. Et nous serons aujourd'hui accompagnés de Madame Dufour de l'EHPAD de Fontenay dans le 72, que nous remercions une nouvelle fois pour sa participation et qui nous fera un retour d'expérience pour illustrer nos propos. Bienvenue Madame Dufour et merci encore une fois. Merci. Quelques consignes que vous connaissez désormais. Vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité de poser les questions au fil de l'eau sur le chat et on aura un temps de questions-réponses à la fin. En revanche, vous avez la possibilité d'activer vos caméras. C'est toujours plus convivial quand on peut voir dans le cadre des interactions. Et puis, ce webinaire est enregistré et donc le replay sera disponible sur notre site internet au cours de l'après-midi, puis sur notre chaîne YouTube, comme l'ensemble des MQMS. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quel est le programme? Donc, on va resituer comme habituellement la thématique en termes de contexte et enjeu. Antoine vous présentera les modalités concernant l'engagement et l'expression des usagers. On fera un zoom plus particulier sur le préalable qu'est l'implication de la gouvernance. Également, on vous présentera une méthodologie en termes de gestion de projet. Madame Dufour, comme on l'évoquait, fera un retour d'expérience sur comment elle a pu mobiliser cette thématique au sein de son établissement. On vous proposera également le lien avec le dispositif d'évaluation HS, puisqu'un certain nombre d'entre vous sont dans cette démarche. Et puis, on conclura par la présentation et le zoom sur certaines ressources qui peuvent vous être proposées par Quelle Santé pour vous aider dans cette démarche. Et puis, bien sûr, un temps de questions-réponses. Donc, nous sommes ensemble pour 60 minutes sur cette thématique. Antoine, alors comment peut-on situer en fait cette thématique et quels sont les concepts que l'on peut échanger sur ce domaine? Donc, effectivement, pourquoi parler de l'implication de la personne accompagnée et de sa promotion au sein des structures médico-sociales? En fait, ce qui est important et intéressant, c'est de pouvoir échanger avec les usagers et sur d'autres thématiques que la prise en soin, l'accompagnement, et d'aller au-delà et pas uniquement cibler et restreindre les échanges avec les usagers sur l'accompagnement d'une manière globale. Ça permet effectivement de prendre soin en écoutant ce qu'ils ont à dire sur leur vie à l'EHPAD, à la masse ou sur le lieu de travail quand ils sont pris en charge et accompagnés en ESAT. Et puis d'échanger avec l'usager, c'est un double objectif, à la fois pour les usagers eux-mêmes, mais aussi également pour les professionnels, puisque pour les professionnels, ça leur permet d'acquérir de nouvelles connaissances par rapport et puis une meilleure compréhension de la situation des différentes personnes qu'ils accompagnent au fil de l'eau. Et puis également, des études sont parues récemment pour faire un lien bien précis, une corrélation entre agir, que les professionnels puissent agir chacun à son échelle. Et puis ça permet cette interaction poussée entre la personne accompagnée et les professionnels. Ça permet d'améliorer d'une part le bien-être et la qualité de vie des personnes accompagnées, mais également d'améliorer la qualité de vie des professionnels qui travaillent au sein des structures et des établissements. Donc ça, c'est la partie côté professionnel. Et puis également, pour les usagers, les personnes accompagnées, ce sont quand même les premiers experts ou les personnes les plus aptes pour dire comment expliquer la manière dont ils perçoivent leur vie en EHPAD, puisque c'est leur lieu de vie collectif, ou en foyer, ou en ESAT, et puis de dire également ce qui leur convient ou pas. Et l'intérêt, c'est de passer, c'est-à-dire que dorénavant, on ne peut plus penser à la place de la personne accompagnée, mais on échange avec elle pour pouvoir améliorer son accompagnement.
Bien évidemment, pour pouvoir impliquer la personne accompagnée, il faut, dans la structure, favoriser son engagement. Et là, ce qu'on entend par engagement de la personne accompagnée, c'est toute forme d'action, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc individuelle, c'est par rapport à son projet d'accompagnement, par rapport à son projet de soins. Et collective, c'est comment la personne peut s'impliquer, s'engager dans sa structure. Ça peut être au sein de groupes de travail, au sein du conseil de la vie sociale, dont tu vas parler après, Émilie. Donc c'est toute forme d'action au bénéfice de la santé, du bien-être et de la qualité de vie de la personne accompagnée ou de ses pairs. Donc, ce n'est pas une définition qu'on a écrite nous-mêmes à Keller Santé. On l'a trouvée dans la recommandation de la Haute Autorité de Santé sur soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire. Donc, à chaque fois qu'on fait référence à des documents, on met le QR code pour que vous puissiez les récupérer ou le lien est par texte quand vous récupérez le diaporama en version PDF. Alors bien évidemment, c'est important d'engager les personnes accompagnées dans la vie de la structure, dans leur projet d'accompagnement, mais cela fonctionne uniquement si de l'autre côté, ça nécessite également qu'il y ait un engagement des professionnels et des décideurs. Et c'est pour ça que dans la suite de ce MQMS, Émilie va parler de comment moi, en tant que directeur, en tant que gouvernance, je peux m'engager dans cette notion de comment impliquer les usagers. Donc ça nécessite, comme je vous disais, un engagement des professionnels et des décideurs, tant dans le soin, l'accompagnement social et médico-social, que dans l'amélioration des pratiques et des organisations. Et en fait, cet engagement concourt à un meilleur service rendu aux personnes concernées et puis également à leur augmentation de leur pouvoir d'agir. Et c'est là qu'on fait écho à ce que l'on appelle l'autodétermination, qui est particulièrement investi dans le secteur handicap. Et en fait, l'autodétermination, ça touche à l'ensemble d'habilités, d'aptitudes requises pour agir comme un agent causal de sa propre vie. Donc, qu'est-ce qu'on entend par autodétermination? Ça va permettre à chaque individu qui est suivi, pris en charge, accompagné dans une structure, de pouvoir construire sa vie et de prendre ses propres décisions en fonction de ce qu'il a envie, en fonction de ses valeurs, en fonction de ses préférences, en fonction de ses choix, mais sans emprise ni interface externe. Donc, bien évidemment, la personne accompagnée, elle n'est pas toute seule, parce qu'elle est dans un environnement structuré, elle est dans un service, dans une structure, elle est accompagnée par une équipe médicale, paramédicale, éducative, etc. Mais cette équipe qui l'accompagne n'est pas là pour imposer ses choix, mais elle est là pour proposer des solutions, pour proposer un accompagnement. Et la personne accompagnée va construire sa propre vie en décidant, en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve, de ses propres décisions. Et les décisions qu'elle peut prendre, ben, ça concerne tous les domaines de sa vie. Donc le choix des horaires de repas, la participation à une sortie, la participation à des temps collectifs, le choix d'un habitat, etc. Et c'est vraiment un marqueur pour chacun de l'expression de la citoyenneté. Donc, une fois qu'on a dit ça, effectivement, c'est intéressant que la personne accompagnée puisse décider et faire en sorte que son projet d'accompagnement reflète bien les décisions qu'elle a envie pour sa propre vie. Mais l'autodétermination n'est pas une notion innée pour la personne accompagnée. En fait, il y a une acquisition sous forme d'apprentissage qui se réalise tout au long de son accompagnement. Néanmoins, et comme je vous disais, la personne accompagnée, elle est dans un environnement, dans une structure, et comme elle est accompagnée, c'est qu'elle a besoin d'un accompagnement spécifique, et c'est pour dire que cet apprentissage, et bien évidemment, faut qu'il y ait une acquisition qui est faite par la personne accompagnée, mais néanmoins, cet apprentissage, il est illimité, puisque comme elle est prise en charge, comme elle est accompagnée, elle est empêchée par son environnement, et puis par certaines vulnérabilités qui existent, son handicap, sa situation sociale qui peut être précaire, les maladies neuroévolutives, etc., ou une perte d'autonomie. Donc effectivement, l'autodétermination, ça prend, mais il est limité et les professionnels sont là justement pour accompagner la personne accompagnée. Ça s'appuie également sur une bonne connaissance de la personne.
Donc, les professionnels vont pouvoir accompagner cet apprentissage si ils connaissent et ils s'appuient la personne accompagnée. Donc, effectivement, on est vraiment sur comment la personne accompagnée peut s'impliquer et peut s'engager dans la vie de la structure et dans son projet d'accompagnement. Bien évidemment, faut inclure dans cette autodétermination l'entourage de la personne qui peut également jouer un rôle important ou un rôle de facilitateur sans pour autant décider à la place d'eux, puisque cette notion d'autodétermination, c'est bien la personne accompagnée qui va décider de ses propres décisions qui vont être traduites ensuite dans le projet d'accompagnement. Néanmoins, les professionnels vont être là pour structurer cet accompagnement, pour en prendre en compte, et puis également pour prendre en compte la place de l'entourage. Alors, pour aider justement les professionnels à aborder cette notion d'autodétermination et la mettre en place dans les établissements, l'HAS est en train de travailler sur cette notion et d'apporter un guide de recommandation pour les professionnels. Donc, pour l'instant, l'HAS est sur une note de cadrage qui est sortie il y a quelques mois et l'HAS a mis en place un groupe de travail pour justement travailler sur l'accompagnement au développement de l'autodétermination et du pouvoir d'agir des personnes qui sont suivies en établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Et au terme, cette recommandation qui sortira fin 2026, début 2027, il y aura 4 grands objectifs dans cette recommandation. Donc c'est vraiment une boîte à outils pour les professionnels, pour leur donner des repères et des outils pour, en ce premier objectif, d'accompagner les personnes à développer. Donc on était sur la notion d'apprentissage dont vous parlez tout à l'heure. Donc accompagner les personnes à développer leur capacité d'autodétermination et de participation. Ça va nécessiter également d'adapter l'accompagnement à la singularité des personnes, puisque cette notion d'autodétermination est vraiment propre à chaque personne accompagnée et le projet d'accompagnement est vraiment un projet personnalisé. Donc ça va nécessiter également d'adapter l'accompagnement à la singularité des personnes, à leurs besoins, à leurs attentes et à leur donner de possibilités de faire des choix éclairés, puisque la personne qui est dans cette notion d'autodétermination, elle va faire ses propres choix, mais elle va tenir compte des conseils de la structure qui l'accompagne. Ça va permettre d'accompagner les professionnels dans l'évolution de leur pratique, puisque c'est une nouvelle façon d'accompagner la personne. Et puis également, puisque dans l'autodétermination, il y a également le rôle de l'entourage. Donc ça va permettre également de soutenir les familles et l'entourage dans cette évolution de l'accompagnement, que ce soit un accompagnement familial ou un accompagnement professionnel dans le cadre de l'accompagnement de la structure. Donc, c'est une boîte à outils, comme je vous disais, qui va sortir d'ici 18 mois, qui va permettre justement d'accompagner à la fois les professionnels, la personne accompagnée et l'entourage de cette personne accompagnée. Et quand on parle de personnes, enfin, quand on parle, pardon, d'implication, d'engagement, on en arrive au bout du bout qui est l'expérience de la personne accompagnée et quel est l'intérêt de la recueillir. Et en fait, qu'est-ce qu'on entend par personne accompagnée? C'est l'histoire de vie et l'expression du point de vue de la personne accompagnée. Et l'expérience va bien au-delà de la satisfaction et des opinions, et ça va permettre cette notion de découvrir le comment et le pourquoi qui sous-tend justement cette expérience. Et l'intérêt de recueillir cette expérience, ça va être pour les professionnels des établissements et des structures de pouvoir accompagner au mieux la personne accompagnée et de proposer un projet d'accompagnement qui soit le plus singulier possible à la personne accompagnée. Et l'intérêt, c'est parce que d'interroger, d'échanger avec la personne accompagnée, en fait, c'est une valeur ajoutée puisque la personne accompagnée a vraiment un vécu concret de sa pathologie, de son handicap, elle peut vraiment échanger sur son expérience. Ça permet à avoir ce qu'on appelle souvent des savoirs expérientiels, puisque la personne accompagnée, puisqu'elle vit avec sa pathologie, elle vit avec son handicap, eh bien justement, elle apprend de sa maladie, de son handicap, et donc elle a des savoirs que les professionnels ne peuvent pas connaître, ne peuvent pas avoir. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir échanger sur ces savoirs et de pouvoir justement ajuster au mieux le projet d'accompagnement. C'est une connaissance également spécifique
de la pathologie et du handicap, et puis également l'expression de la symptomatologie. Voilà. Et justement de prendre en compte de tous ces savoirs expérientiels, ça permet à la personne accompagnée de pouvoir s'impliquer. Ça permet également de mobiliser ses ressources puisque elle vit avec son handicap, avec sa pathologie, et donc même si l'équipe soignante, éducative, médicale accompagne la personne accompagnée, la personne accompagnée peut mobiliser ses ressources pour trouver des solutions que l'équipe soignante éducative n'aurait pas pensé à proposer. Donc du coup, cet échange, ça permet d'adapter en fonction des solutions qu'elle peut trouver la personne accompagnée. Et puis ça permet également de la liberté de choix de la personne accompagnée. Et puis également, dernière notion, ça permet l'expression de ses attentes pour une prise en charge optimale. Donc voilà, effectivement, l'intérêt de pouvoir impliquer la personne accompagnante, accompagnée, ça permet de récupérer son savoir expérientiel, d'adapter la prise en charge, mais cela fonctionne si l'établissement s'engage dans cette notion d'implication et si tout le monde s'implique, à la fois la personne accompagnée, l'entourage et puis les professionnels au sein de l'établissement. Merci Antoine pour cette introduction qui nous permet d'avoir un vocabulaire partagé et d'avoir une conscience partagée des enjeux sur cette thématique. Et comme tu l'as évoqué, l'un des préalables est bien l'implication de la direction dans cette démarche. Alors vous le savez, à Calypso Santé, le modèle de Shortel nous est cher et donc le préalable là, dans la démarche, comme toute démarche de management par la qualité, c'est bien de donner le cap et de fixer les grandes orientations stratégiques. Donc, on en profite pour refaire un zoom sur les fiches méthodes managées par la qualité que vous avez reçues au travers de classeurs dans vos établissements et qui sont également accessibles sur le site de Caliral. Et là, notamment, dans le cadre de cette notion de donner le cap, fixer les orientations stratégiques, on zoome sur cette première fiche méthode. Et donc, les enjeux sont bien que la direction doit définir quelles sont les orientations et les priorités au sein de l'établissement ou du service en matière de qualité et de sécurité des accompagnements, tant sur le plan stratégique que sur les valeurs qui sont portées. Et donc tout ceci doit se retrouver au sein du projet d'établissement ou du projet de service. Et donc, c'est bien cette notion qui doit prévaloir et qui va impulser tout ce qu'Antoine a pu vous présenter. On vous a mis quelques exemples en termes d'orientation et de priorité, notamment le fait d'assurer la co-construction d'un accompagnement personnalisé pour l'ensemble des usagers. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les orientations et les grandes priorités en matière d'implication de la personne accompagnée qui ont été définies au sein de votre établissement et notamment au travers du projet d'établissement, voire de la politique qualité. Donc, on voit l'importance de l'implication de la direction, du leadership, mais Antoine l'a cité, on ne peut pas travailler cette thématique sans le relais des équipes. Et donc, ça passe bien par de l'acculturation, notamment en instaurant et en favorisant des espaces d'échange, des temps en équipe pluriprofessionnelle pour partager au travers de ces enjeux. Également en faisant lien avec le Conseil de la vie sociale, mais on y reviendra plus en détail, on a prévu un zoom sur cette instance. Et puis également en suivant, en proposant en fait un tableau de bord qui va permettre de suivre un certain nombre d'éléments, qualité, risque, et aussi en lien avec l'implication de la personne accompagnée, notamment au travers d'indicateurs que vous aurez identifiés dans votre structure. On peut faire le lien avec les événements indésirables analysés, hein, toute cette démarche est conjointe, la satisfaction, également les éloges. On oublie quelquefois, on pense à valoriser les plaintes et les réclamations, mais les éloges sont également une source d'information et sur lesquelles il faut capitaliser, on le verra, c'est important de valoriser l'existant, mais également les réclamations que vous pouvez avoir. Alors, c'est un certain nombre d'exemples que l'on vous propose, mais vous avez certainement également des éléments dans vos établissements qui concourent au fait d'acculturer les équipes à cette thématique.
Pour ceci, la conduite de projet. Alors, c'est vrai que la HS a proposé un guide méthodologique en 2023 sur comment recueillir le point de vue de la personne hébergée ou accueillie en EHPAD. Et donc, on a repris des éléments méthodologiques en termes de conduite de projet. Donc, on l'a dit, hein, le préalable, c'est une impulsion et une volonté partagée au niveau de la direction et de l'ensemble de l'établissement, ce qui va permettre de définir des objectifs, des méthodes et des outils. Et on vous propose de faire un petit arrêt, un petit stop, enfin, un grand stop d'ailleurs, avant d'aller plus loin en termes de méthodologie, puisqu'on va voir, c'est quelque chose qui est chronophage. Et bien, vous avez certainement beaucoup de choses déjà qui existent dans votre établissement. Et donc, on vous propose de recenser en fait toutes les démarches que vous pouvez avoir au sein de votre établissement. Notamment en s'appuyant sur les thématiques du référentiel HAS. Donc, est-ce que vous avez déjà échangé avec la personne accompagnée sur la thématique de la bientraitance, sur les règles de vie collectives, sur le cadre de vie, sur l'accompagnement, sur le logement, l'hébergement? Antoine a cité ces thématiques tout à l'heure. Le projet d'accompagnement qui est au cœur de la démarche, mais également comment vous échangez avec les personnes autour de l'autonomie, de la prise en charge de la douleur. Également l'éducation à la santé, ainsi que les plaintes et les réclamations. Donc vraiment, ce temps et ce recensement est un préalable qui est important pour éviter de repartir sur des choses que vous mobilisez déjà. Et donc vraiment, interrogez-vous sur comment vous avez pu mobiliser déjà ces éléments existants. Pour les étapes suivantes, du coup, Antoine va y revenir plus en détail sur quelles sont les questions à se poser et qu'est-ce que vous pouvez mesurer. Ouais, donc tout à fait, Émilie. Donc une fois que vous avez fait ce recensement, puisque chaque établissement ne part jamais d'une feuille blanche en matière de recueil, implication, expérience patient, mais si vous vous engagez sur, effectivement, on aimerait bien aller plus loin sur certaines thématiques, là on vous a mis 5 grandes catégories de questions à se poser avant de partir. Donc qu'est-ce que vous souhaitez analyser, améliorer? Est-ce que c'est plutôt sur le bien-être et la qualité de vie de la personne accompagnée? Est-ce que c'est plutôt sur les pratiques professionnelles ou est-ce que c'est plutôt sur l'organisation? Sur la thématique, sur la vie d'établissement, est-ce que c'est l'environnement physique, les relations avec le personnel, la vie sociale, les loisirs, les centres d'intérêt, plus précisément les soins et l'accompagnement dans et hors de l'établissement, ou les sentiments, les perceptions par rapport à la sécurité, l'autonomie? Ce qui est important également, c'est la fréquence. Est-ce qu'on va faire ça de manière routinière ou plutôt en ciblant sur un point spécifique ou à un moment particulier? Donc, c'est important quand on fait un recueil de l'expression de la personne accompagnée, c'est vraiment de bien poser les bases dès le départ. Est-ce qu'on fait ça en routine? Si on fait ça en routine, mais ça demande plus de temps de recueil, d'analyse, de plan d'action. Donc voilà, il faut vraiment faire le bénéfice-risque de ce qu'on a vraiment envie de faire et le temps qu'on a pour le faire. Également des temps particuliers. Est-ce que ça va être à l'aménagement de la personne accompagnée ou au moment de la vie quotidienne? Et puis également, s'il y a des spécificités dans l'établissement, en EHPAD, est-ce qu'on fait de l'accueil temporaire permanent, l'accueil de jour, l'accueil de nuit? Voilà, à quel moment on souhaite faire le recueil de la participation de la personne accompagnée. Alors bien évidemment, pour ça, on a plusieurs méthodes. La plus courante, la plus classique, c'est ce qu'il y a à droite de l'écran, c'est l'approche quantitative qui est construite à partir d'un questionnaire fermé. Donc c'est vrai que c'est pratique parce qu'on fait le questionnaire, il y a plein de questionnaires qui existent un peu partout sur Internet. Donc on prend le questionnaire, on l'adapte, on le donne à la personne accompagnée ou son entourage, mais souvent la personne accompagnée peut avoir des troubles de la compréhension, des troubles cognitifs, d'écriture, de compréhension, donc c'est plus difficile pour recueillir son expression. Et pour certaines personnes accompagnées, c'est important d'avoir plutôt une approche qualitative. Alors certes, qui prend plus de temps parce qu'on est sur des espaces d'expression autour des entretiens semi-directifs qui peuvent être individuels ou collectifs. Mais l'exemple de Stéphanie Dufour tout à l'heure sur son EHPAD va nous présenter que c'est possible de faire des entretiens avec des personnes accompagnées. Donc effectivement, en fait, il faut jongler entre les deux, en fonction de ce qu'on a envie de faire, en fonction des personnes qui sont accueillies, de mixer une approche quali et une approche quanti en fonction de nos objectifs, de ce qu'on a envie de faire. Après, on vous a listé quelques outils et méthodes qui sont disponibles. Comme le disait Émilie, ne pas oublier les éloges. Donc, les éloges ne sont pas forcément
verbaux, écrits. Ça peut être un bouquet de fleurs qui est amené à la structure, des boîtes de chocolat. Donc tout ça, ce sont des éloges que vous pouvez valoriser au sein de votre bilan et de prendre en compte. Comme disait Émilie, l'analyse des éléments indésirables. Donc on a les questionnaires, les boîtes à outils. On a aussi la méthode d'accompagné traceur que tous les établissements vont tester lors de leur visite avec l'organisme habilité. Effectivement, parce que dans la méthode d'accompagné traceur, il y a un point singulier entre une rencontre singulière entre la personne accompagnée et un professionnel en dehors de la structure ou de la structure. Donc, et il y aura un MQMS précisément sur cette thématique à la fin du mois de mai. On reviendra à la fin du MQMS. Évidemment, lors des soins de l'accompagnement, donc être attentif à tout ce que l'usager peut exprimer de manière verbale ou non verbale, le projet d'accompagnement et les échanges, structurés ou non, type focus group. Et comme ce que je vous disais tout à l'heure, il faut diversifier les méthodes pour recueillir de différentes manières. Et puis également, avec qui on peut le faire. Donc ça peut être les professionnels de la structure ou une structure extérieure. Parfois, un CCAS a plusieurs EHPAD au sein de plusieurs territoires, donc pourquoi pas faire des interventions croisées entre différents EHPAD. Les représentants au CVS, dont on va parler plus tard, les associations, les bénévoles, et puis également ne pas oublier tous les étudiants qui gravitent autour des structures médico-sociales, que ce soit les cadres de santé, les infirmiers, les AMP, les AS, les éducateurs, les kinés, les ergos, les assistants sociaux, les secrétaires médicales, et puis également les étudiants en santé qui sont en service sanitaire. Donc voilà un petit panorama rapide de comment on peut structurer sa démarche. En effet, Antoine, et ça illustre l'importance de se poser ces questions au préalable avant de vous lancer dans une démarche en parallèle du recueil de l'existant. On voulait faire un zoom sur le Conseil de la vie sociale, même si on ne va pas y rentrer vraiment trop en détail, mais en effet, tu l'as évoqué, c'est un des acteurs quand même dans le cadre de l'implication des usagers, et puis vous aurez l'opportunité de revoir, en fait, on avait fait un NQMS dédié avec un retour d'expérience également d'une structure sur comment mobiliser le Conseil de la vie sociale, mais on nous a remis voilà, que réglementairement, il y a un décret de 2022 qui a apporté modification du CVS, mais également des autres formes de participation, et on y reviendra. Donc le Conseil de la vie sociale, c'est bien l'instance de l'établissement qui est amenée à donner des avis et à faire des propositions sur toutes les questions qui sont relatives au fonctionnement de l'établissement. Donc ça fait le lien, en fait, Antoine, avec ce que tu présenté en termes de thématiques sur lesquelles on peut travailler dans le cadre de l'implication des usagers. Le CVS est vraiment cette instance de recours. Donc, il y a des représentants au sein du CVS qui sont en fait les relais des personnes accompagnées et également des familles, des proches, tu le disais, l'entourage est également impliqué auprès de la direction. Et l'objectif, c'est bien de recueillir la parole de l'ensemble des personnes accompagnées et d'être force de proposition, de suggestion auprès de la direction et toujours dans de la bienveillance, de la co-construction. Ils vont bien être en capacité d'observer en fait la vie de l'établissement et être associés au temps de rencontres et d'échanges qui vont être proposés. On l'a dit, ils vont aussi bien écouter, entendre, constater les satisfactions que les insatisfactions. Et un préalable important, c'est le respect de la confidentialité des faits qui sont exposés et des personnes. C'est un préalable dans toute démarche pour être dans une démarche bienveillante. On vous a remis un certain nombre de ressources disponibles. Donc, je le disais, le précédent MQMS relatif au Conseil de la vie sociale. Si vous l'avez vu, en juin 2024, il y a eu une fiche qui a apporté des précisions réglementaires et méthodologiques sur l'obligation de mise en place d'un Conseil de la vie sociale et le lien avec l'évaluation HS. Dans quel cas, en fait, quels sont les établissements qui sont concernés par cette obligation de mise en place d'un Conseil de la vie sociale, et également un avis du Conseil pour l'engagement des usagers afin d'améliorer la participation des usagers dans la commission des usagers et les conseils de la vie sociale. Donc, vous retrouvez toutes ces ressources via les QR codes et via les liens, comme habituellement disponibles via le replay.
On va désormais passer la parole à Madame Dufour, que l'on remercie une nouvelle fois pour sa participation et son retour d'expérience. Alors, Madame Dufour, on va vous laisser présenter rapidement votre établissement, les Pâtes de Fontenay, dans la Sarthe, et puis nous expliquer en fait comment vous avez pu mobiliser ces thématiques de l'implication des usagers au sein de votre structure. D'accord. Moi, je suis Stéphanie Dufour, infirmière coordinatrice, donc dans un EHPAD de 70 places, 56 EHPAD et 14 hébergements UPAD. Nous avons au sein de notre établissement des résidents qui ont des troubles cognitifs pour certains, d'autres un petit peu moins. Et on a voulu s'engager justement dans quelque chose qui nous permettait de recueillir un petit peu leur envie, leurs besoins, leurs souhaits et être au plus proche de pour répondre un petit peu voilà, à toutes leurs questions et aux interrogations qu'ils pouvaient avoir. On a donc mis en place l'année dernière un copil bientraitance qui se voulait d'avoir deux axes. Un axe pour les professionnels, puisqu'on partait du principe que des professionnels qui étaient bien dans leur basket, c'est des professionnels qui prenaient bien en soin les résidents. Et un axe vraiment axé sur le bien-être des résidents au sein de la structure. On a donc voulu, par ce biais-là, recueillir les interrogations et les souhaits des résidents. On avait deux choix possibles, soit le questionnaire de satisfaction qui nous paraissait compliqué un petit peu de mettre en place puisqu'il y a des résidents qui ont des troubles cognitifs et donc ça nous paraissait compliqué d'avoir réellement leur avis sur certains sujets. On est parti plutôt sur un départ du jeu Jette-toi à l'eau que Calirel a proposé. Donc au départ, on a constitué un groupe de 4 résidents qui nous servait un petit peu de groupe test. On a fait le jeu Calirel. On s'est aperçu que le jeu, au final, était un petit peu long pour eux parce que leur temps de concentration n'était pas suffisant pour arriver au bout du jeu. Du coup, ils n'en voyaient pas bien l'intérêt. On s'est aperçu aussi que certaines cartes étaient compliquées pour eux. Du coup, on a commencé par retravailler les cartes. On a créé des cartes qui étaient plus accessibles à certains troubles cognitifs. On les a travaillées avec les équipes soignantes et la psychologue de l'établissement. Une fois que ces cartes ont été retravaillées, on a recommencé avec notre groupe test hein, pour voir si c'était un petit peu plus simple. Donc il y a le plateau de jeu, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a le plateau de jeu, il y a un dé, il y a certaines cases. Donc on a abandonné l'idée du plateau, on a abandonné l'idée du dé. On est parti vraiment sur un groupe de parole, un peu style café papote, mais en utilisant les cartes Calirel. Cette façon de fonctionner a été très, très bien vécue par les résidents, puisqu'en fait, les réponses aux questions de ces fameuses cartes sont ensuite compulsées par l'animatrice. C'est l'animatrice qui mène ces temps de discussion, sont ensuite compulsées dans un tableau qu'elle me redonne, version papier, parce que c'est plus simple pour elle d'être en interaction avec les résidents. Et je remets ensuite tout ça en forme avec les aspects positifs et les aspects négatifs ou à améliorer plutôt dans notre structure. Ces réponses sont ensuite rediscutées au copie de bientraitance et on décide des actions à mettre en place et comment on les met en place. Et c'est le copie de bientraitance qui met directement les actions en place. Ça a pour intérêt que les professionnels se sentent vraiment concernés. Ils sont vraiment au cœur de l'action et, euh, et les résidents voient tout de suite en fait le retour de ce qu'ils nous disent concrètement. Ensuite, toutes les actions qui sont mises en place au sein de l'établissement, excusez-moi, toutes les tout ce qui est donc toutes les réponses toutes les actions qui ont été mises au sein de l'établissement sont ensuite euh, proposées au CVS, c'est-à-dire on leur montre un petit peu tout ce qui est mis en place. Ils peuvent aussi nous donner des idées sur d'autres pistes à mettre en place.
Ça intervient également dans les projets d'accompagnement personnalisé des résidents, puisque on a voulu que ça ne soit pas anonyme, dans le sens où parfois certaines actions peuvent être mises en place tout de suite pour un résident bien précis, quand c'est vraiment de l'individuel. Donc ça nous permet d'être hyper réactifs et de pouvoir aussi l'introduire dans les projets d'accompagnement personnalisé. Voilà un petit peu comment nous fonctionnons, nous, sur l'EHPAD de Fontenay. Ça fonctionne très bien, les résultats sont positifs. On en est maintenant à un peu plus d'un an d'expérience. On recommence du coup à revoir certains résidents qu'on avait vus au démarrage, avec des retours ouais, très positifs. Merci Madame Dufour pour cette présentation. Une petite question complémentaire. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques actions que vous avez pu mettre en place suite à ces échanges? Alors oui, on a eu des actions, alors, du très simple ou un petit peu plus compliqué. On avait des couteaux qui coupaient pas terrible, donc du coup, genre d'action qu'on a pu vite remobiliser. Le sens du service à table revenait aussi assez fréquemment. Donc on a revu l'organisation du service à table. On a également revu la signalétique de l'établissement, puisque certains résidents nous disaient qu'ils se perdaient dans l'établissement et qu'ils avaient un petit peu de mal à se repérer. Du coup, on a revu toute notre signalétique, on l'a remis à hauteur de fauteuil roulant. On a revu les contrastes des signalétiques, le fléchage. On a également mis des symboles, voilà, pour que ça soit plus parlant pour ceux qui ont des difficultés aussi avec la lecture. Donc, on a vraiment fait un gros travail sur la signalétique. Certains résidents avaient vraiment peur de la chute, donc on a fait un gros travail aussi sur la chute. On a fait une chambre des erreurs sur la thématique chute. Certains s'inquiétaient à l'utilisation future d'appareils de transfert comme les rails, le verticalisateur, le lève-personne. Donc on a fait une journée thématique où les résidents pouvaient venir essayer. On leur expliquait la nécessité des appareils de transfert. On leur expliquait un petit peu l'intérêt pour eux, l'intérêt pour les professionnels. Et chacun pouvait venir essayer ces différents appareils, que ce soit les professionnels ou les résidents d'ailleurs, c'était ouvert à tous. On a même eu des familles, on avait invité également les familles sur cette journée thématique, donc les familles ont également pu participer. Voilà le genre de petites actions qu'on a pu mettre en place au sein de l'établissement. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que effectivement vous faites le recueil de la personne accompagnée, mais ça a aussi une incidence sur les pratiques professionnelles, notamment avec l'utilisation du rail pour lever les personnes. Et c'est ce que vous disiez en introduction, c'est que en prenant en compte ce que la personne accompagnée dit, ça améliore les pratiques professionnelles et une meilleure qualité de vie au travail. Et j'ai noté l'expression que vous avez dit, bien dans leur basket. En fait, quand les professionnels sont bien dans leur basket, ben, la prise en charge et l'accompagnement sont différents. Oui, et puis ils ont besoin aussi de faire du lien et c'est vraiment des liens concrets, puisqu'ils sont au cœur de l'action, donc du coup ils y voient vraiment un réel intérêt et ça crée une espèce de synergie intéressante. Alors peut-être, et ça rejoint une question qui est arrivée sur le chat, en termes de fréquence des rencontres, combien vous en faites, enfin voilà, comment vous êtes un petit peu plus organisé en termes de Alors au rencontres. terme des fréquences des rencontres, on est parti sur une fois tous les 15 jours, par groupe de 3-4 résidents. On essaye que les groupes soient assez homogènes entre ceux qui ont des troubles cognitifs et ceux qui ont moins de troubles cognitifs, puisqu'en fait ça crée une espèce d'émulsion et ça tire un petit peu tout le monde vers le haut. On a également des parties de jeu qui se font en individuel, puisqu'il y a des résidents qui ne souhaitaient pas partager certaines informations en collectif, mais ça nous paraissait important aussi de pouvoir recueillir leur avis. Donc, du coup, il y a des temps également individuels qui sont faits par l'animatrice. Mais au rythme, oui, d'une fois tous les 15 jours. La partie dure à peu près 1 heure, grand maximum, le temps de boire le café, de discuter un petit peu de tout ça. Voilà, grand maximum 1 heure. On n'est pas parti sur un nombre de questions définies, mais plus sur un temps défini. Euh, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question?
pense. J'ai l'impression que ça répond tout à fait. Et puis, on aura l'occasion de rééchanger parce que j'imagine bien que cela va susciter d'autres questions en parallèle. Mais en tout cas, votre retour d'expérience est très intéressant par rapport à la structuration au travers de ce copil que vous avez mis en place. Donc, en termes d'impulsion aussi par la gouvernance, c'était une initiative terrain, mais un soutien également par la gouvernance. Puis, ça illustre au travers quand même toute cette période de test et d'adaptation que vous avez fait, l'importance de la méthodologie au préalable qu'a pu présenter Antoine pour que ça réponde aux besoins de l'établissement et puis vraiment à l'importance d'apporter des réponses aussi bien individuelles que collectives et le lien avec le projet d'accompagnement que vous avez pu faire. Donc merci pour ce retour d'expérience et puis on invite tous les participants à poser les questions sur le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin. Merci Madame Dufour. On vous propose de poursuivre ce MQMS avec le lien existant sur cette thématique concernant le dispositif d'évaluation HAS. On ne vous présente plus le manuel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et on souhaitait zoomer plus particulièrement sur 3 critères qui vraiment ciblent l'expression de la personne accompagnée. Mais vous allez voir qu'il y a tout un nombre de critères au final qui concourent quand même tout à fait au recueil de cette expression. Mais si on zoome tout d'abord sur les 3 principaux, c'est bien au travers des critères 1.6, 1.62 et 1.63 que est zoomée cette thématique. Donc, le premier concerne bien le soutien du recueil de l'expression de la personne accompagnée et le partage d'expériences qui doit être favorisé avec la prise en compte des préférences. Le deuxième critère est relatif au fait de faciliter le recueil de l'expression, notamment en adaptant les moyens et les outils. Et je crois que le retour d'expérience de Madame Dufour est vraiment très concret par rapport à cette thématique. Et puis, le dernier concerne la mobilisation des professionnels sur comment, en fait, j'analyse ce recueil et comment j'en tire des enseignements. Et Madame Dufour l'a également très bien illustré. Donc je vous le disais, en fait, on a ces 3 critères principaux, mais en fait, beaucoup de critères, et Antoine a cité un certain nombre de thématiques qui vont concourir au final à favoriser l'expression de la personne accompagnée. Je vais juste vous citer les grandes thématiques. Vous retrouvez la liste qui est affichée et qui sera disponible sur le support. C'est bien tout ce qui va concourir au travers de la bientraitance. D'ailleurs, vous voyez que cette thématique a été portée par le copil bientraitance dans la structure de Madame Dufour. Tout ce qui est relatif aux règles de fonctionnement, de vie collective, au cadre de vie, à l'accompagnement. Le projet d'accompagnement qui fait cœur, la préservation de l'autonomie, également tout ce qui est recueil des attentes en termes de logement et d'hébergement, tout ce qui est prévention et éducation à la santé, les prises en charge et les évaluations de la douleur. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est ciblé sur le chapitre 1 qui est relatif à la personne et à l'usager. On va retrouver par parallélisme un certain nombre d'éléments dans le chapitre 2 qui concerne les professionnels, notamment sur tout le volet éthique et accompagnement, les règles de vie, comme on le citait pour la personne accompagnée, le projet d'accompagnement, l'autonomie. Et voilà, je ne vais pas faire le déroulé puisque en fait, c'est la déclinaison du chapitre 1 qui concerne les professionnels. Et un zoom plus particulier tout de même, puisque vous voyez que c'est un critère qui est en rouge, puisqu'il s'agit d'un critère impératif qui concerne le chapitre 3 relatif à l'établissement, concernant notamment le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. Également aux éloges, comme on a y insisté. Donc voilà, on peut dire que c'est un critère impératif. On a des premiers retours des évaluations qui ont eu lieu en 2023 où on voit que ça reste un critère sur lequel il y a une marge de progression. Mais voilà, ce n'est pas la seule méthode, comme on l'a évoqué, pour recueillir l'expression et impliquer les usagers. On fait un petit zoom pour conclure sur les ressources qui sont disponibles pour vous accompagner. Alors, ça a été évoqué par Madame Dufour. En effet, il y a un jeu qui s'appelle le jeu Jette-toi à l'eau, qui a pour volonté de recueillir la satisfaction et l'expérience des usagers de façon ludique, avec un plateau de jeu, des cartes de questions. Alors, c'est vrai qu'initialement, il avait été construit dans un objectif d'accompagnement de personnes du secteur handicap et plutôt adultes. Donc, en effet, après, vous
avez la possibilité de l'adapter. Et puis vous dire que en projet, il y a une adaptation pour le secteur EHPAD en lien avec une autre structure régionale d'appui. Et puis c'est un sujet, si ça vous intéresse, que l'on pourra reprendre en communauté de pratique EHPAD, voilà, au regard du retour d'expérience de Madame Dufour, mais il est déjà disponible, en tout cas en version dématérialisée sur notre site. Également, un audit qualité du médico-social disponible en replay sur lequel avait été évoqué le recueil des besoins des usagers. Donc, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments que l'on a évoqués aujourd'hui. Et puis on a également les BD Histoire de patients, notamment le tome numéro 4, Mon intimité, j'y tiens et vous, donc voilà, qui est un bon outil pour aborder le sujet avec les professionnels de la structure et les personnes accompagnées. Et puis également, on a diffusé en décembre 2024 un guide Structure et faire vivre l'expérience usagée. Et dedans, vous allez retrouver pas mal d'informations qu'on a pu échanger aujourd'hui dans le cadre de ce MQMS. Des ressources complémentaires relatives à des campagnes d'évaluation qui vont être organisées. Le premier Zoom concerne la campagne d'évaluation régionale sur la promotion de la bientraitance, regard croisé sur la bientraitance que un certain nombre d'entre vous connaissent puisqu'on a déjà réalisé des campagnes antérieurement et donc on reproposera une campagne régionale en 2026, au cours de l'année 2026. Également une campagne relative à l'évaluation du projet personnalisé sur le chemin des attentes des usagers, le projet personnalisé. Et là, donc, on proposera une campagne interrégionale cette fois-ci, avec donc d'autres régions qui se mobiliseront pour pouvoir réaliser cette évaluation avec un lancement qui est planifié au cours du 4e trimestre 2025. Et puis enfin... Dernier outil qui n'est pas encore disponible, parce qu'on a un groupe de travail sur le sujet, qu'est-ce qui est important pour vous, un groupe de travail dans lequel il y a à la fois des structures médico-sociales et des structures sanitaires, et c'est un mouvement international et avec une déclinaison francophone. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et c'est justement ce que je disais en propos introductif, c'est aller au-delà de la simple prise en charge et l'accompagnement pour parler de tous les sujets dont la personne accompagnée a envie d'échanger, de discuter avec les professionnels et comment les professionnels peuvent s'en emparer justement pour faire en sorte que le projet personnalisé, le projet d'accompagnement soit personnalisé et singulier à la personne accompagnée. Donc, c'est des outils qu'on est en train de travailler qui seront disponibles avant l'été 2025. Et puis on en profite pour vous partager une actualité de début avril 2025. Un certain nombre d'entre vous l'ont certainement déjà vu. Le site Calirel Santé a évolué et donc vous pouvez retrouver cette nouvelle version qui vous permet notamment, et là vous voyez qu'on a fait un fil de filtrer selon le secteur d'activité, selon la thématique sur laquelle vous souhaitez travailler. Donc là vous voyez, on a entre autres ciblé plutôt le secteur handicap et la thématique engagement des usagers. Vous allez retrouver un certain nombre de ressources, les pages. Le moteur de recherche est également disponible comme vous le connaissiez au préalable. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Et puis, pour toute difficulté éventuelle de connexion, on vous invite à envoyer un mail sur l'adresse contact voilà, pour qu'on puisse y répondre. On a fait le tour de l'ensemble des éléments qu'on souhaitait évoquer avec vous ce matin. On préserve comme habituellement un temps de questions, donc n'hésitez pas à activer vos micros ou à poser vos questions sur le chat comme vous préférez en fonction de vos retours. Donc, Madame Rampillon, la première question normalement a été évoquée dans le cadre du retour d'expérience de Madame Dufour sur la méthodologie en termes d'animation. Est-ce qu'il y a d'autres questions complémentaires, soit sur le retour d'expérience de Madame Dufour, soit sur voilà, des notions qu'on a pu présenter aujourd'hui? Il n'y a pas d'autres messages dans le chat.
Écoutez, peut-être que, voilà, Madame Dufour, je ne sais pas si vous souhaitiez apporter des éléments complémentaires par rapport à votre retour d'expérience. Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que ce sont des temps, le copie bientraitance, qui sont très, très, très riches. euh, et que de mettre le résident vraiment au centre de nos préoccupations, je pense que ça redonne un petit peu du sens à tout ce qu'on fait. Et les équipes en ont besoin, je pense. Oui, donc Voilà, pour voilà. nous, c'est aussi un facteur motivationnel pour les équipes Ouais. de travailler sur cette thématique et la notion de sens qui sous-tend l'ensemble de la démarche que vous proposez. Je crois que vous aviez évoqué aussi en autre méthodologie un questionnaire que vous aviez adressé plutôt aux familles. Voilà, mais Mm. vous multipliez, en fait, comme Antoine le proposait, en fait, les méthodes en fonction de la cible. Je crois que c'est vraiment quand même l'idée, c'est de pouvoir avoir une méthode qui est adaptée à vos besoins, voilà, et de pouvoir l'adapter au contexte de votre établissement et de votre structure. C'était vraiment, je crois, l'illustration de vos propos, Madame Dufour. Alors, attends, je crois qu'il y a une question. Alors, Lisa qui vous demande, Madame Dufour, quel professionnel compose votre copie de bientraitance? Alors, le copil bientraitance, on l'a fait, nous, sur deux EHPAD, puisqu'on a une direction commune. Donc, on a voulu intégrer les deux EHPAD dedans. Donc, on l'a basé vraiment sur les aides-soignantes et les ASH faisant fonction pour le moment dans un premier temps. Et les psychologues des deux établissements. Pour que ça soit un peu constructif et que ça soit cohérent, on invite aussi en fonction des thématiques d'autres membres des professionnels en fonction vraiment des thématiques abordées. Ça peut très bien être les infirmières. Bah là, en lien avec le jeu Jette-toi à l'eau, on a invité les animatrices des deux EHPAD pour qu'on puisse co-construire en fin de compte ces temps d'échange, voir ce qui pouvait les mettre en difficulté, voir ce qui les a mis ensuite en retour d'expérience en difficulté ou pas. C'est comme ça qu'on a avancé un petit peu dans ce qu'on utilise, dans les cartes choisies, les cartes intéressantes, les thématiques intéressantes, voilà. Donc on y va ensuite par invitation d'autres professionnels. Mais le groupe principal sont les deux IDEC des deux établissements, l'équipe soins à proprement dit et les psychologues des deux établissements. Dans un premier temps. On évoluera, je pense, pour agrandir un petit peu ensuite, mais on a commencé comme ça. Merci, Lisa. Je pense que ça répond à ta question. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou éventuellement à prendre la parole, hein. Vous avez la possibilité de réactiver vos micros. Merci. Lisa confirme que ça répond bien aux enjeux. Si vous en êtes d'accord, Madame Dufour, s'il y a d'autres questions ultérieurement, voilà, des gens qui souhaitent éventuellement vous contacter, on se permettra de relayer auprès de vous Pas de souci. les questions. Euh, pour vous dire qu'on reste dans la continuité de la thématique, puisque le prochain Minute Qualité du médico-social aura lieu le vendredi 23 mai de 11 h à midi et concernera l'accompagné traceur. Donc, on zoomera encore un petit peu plus sur la thématique de l'accompagnement au travers de cette méthode. Et on peut déjà vous annoncer qu'on aura également un certain nombre de retours d'expérience d'établissement. Donc, comme habituellement, vous allez recevoir un mail pour vous inscrire désormais via notre nouveau site Internet. Eh ben, merci Antoine pour cette co-animation. Merci à tous pour votre participation. Une nouvelle fois, Madame Dufour, on vous remercie pour votre retour d'expérience qui est très riche et qui, je pense, va permettre à un certain nombre d'établissements de s'en inspirer. Et puis, on reste disponible pour toute question et le replay sera disponible cet après-midi. À bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.